Et c'est le titre de cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Seuil, le livre noir des Assad, un livre qui redonne la voix à ceux et à celles qui se sont tus victimes d'un terrorisme d'État, celui du clan Assad, le père Hafez et son fils Bachar. Joël Ubrecht, bienvenue. Bonjour. Vous avez co-dirigé ce livre, alors 3 ans de travail, des témoignages, des documents inédits, des photos, je vais le montrer. Alors effectivement, il est très épais, mais vraiment il y a eu un gros travail de documentation qui a été fait. En fait, ce livre, est-ce que c'est une injonction? Il ne faut pas oublier jamais. C'est effectivement une injonction, une tentative de nous faire à la fois tirer les leçons de ce qui s'est passé, essayer de nous faire comprendre aussi la nature d'une dictature qui est en place depuis maintenant 50 ans, et effectivement de porter aussi un combat qui continue. Les voix qui sont réunies ici, celles d'intellectuels, d'artistes, d'activistes, de victimes, toutes sont là pour témoigner. Même si le régime de Bachar el-Assad se présente comme victorieux et essaye de les faire taire. Il y a eu cette présidentielle, donc remportée haut la main, plus de 95% des voix. Finalement, il a gagné, Bachar el-Assad. Alors, il a gagné dans le sens où la révolution, l'espoir de révolution démocratique de 2011, effectivement, aujourd'hui, s'est éteint, mais c'est une victoire qui sur des ruines. Non seulement sa population aujourd'hui est à nouveau sous le joug de cette dictature. On estime que 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Il y a eu des drames, comme hier, on parlait de ce naufrage au large de la Syrie, avec des Syriens, des Libanais qui fuient leur pays. Oui, tout à fait. Il y a 7 millions de Syriens qui sont à l'extérieur du pays, 13 millions qui sont à nouveau sous le joug du régime. Le régime lui-même donc, profite de l'ordre de ses palais, il profite du détournement de l'aide humanitaire, du trafic de drogue, mais il est sur un champ de ruines et il est lui-même d'une certaine manière sous perfusion parce que il est très dépendant du pouvoir russe et iranien et de l'accord aussi avec la Turquie. Oui, il y a beaucoup d'ailleurs de chapitres qui expliquent ces relations complexes entre l'Iran, avec la Russie, on va y revenir. Mais on va d'abord parler de cet héritage, la violence en héritage entre un père et un fils, vous l'avez dit, 50 ans de règne, la même cruauté, les mêmes méthodes. En fait, ce qu'a fait Assad, ça préfigure ce que va faire Bachar el-Assad? Oui, nous avons dans le livre des témoignages d'écrivains comme Yassine El-Haj-Saleh ou Mustafa Khalifé qui ont connu les prisons de Hafez, et puis celles de plus jeunes activistes ou comme Nadja Al-Boukaï aujourd'hui en France qui a lui vécu les prisons de Bachar. Oui, c'est un héritier. Lorsqu'il arrive en 2000, à la fois il hérite d'une méthode de gouvernement, d'un régime basé sur les services de renseignement et des liens d'ailleurs avec des groupes mafieux, et aussi d'ailleurs d'un arsenal, en partie chimique, comme c'est aussi très bien redécrit dans le... Au début, on croit qu'il est différent. On pense qu'il va opter pour la démocratie. Il est accueilli par les pays occidentaux, la France notamment. C'est une dictature qui s'est aussi adaptée au contexte international. Sous Hafez, c'était celui de la guerre froide, et puis de la victoire d'ailleurs ensuite américaine, et Hafez al-Assad a essayé de négocier ce changement d'air. De la même manière, Bachar el-Assad, lorsqu'il est arrivé, c'était dans une période de globalisation. Il a essayé aussi de se mettre dans les rails de ce contexte international, et à partir, mais très rapidement, à partir des années 2005, on sent déjà que c'est terminé, que ce n'était qu'une ouverture de façade. Et en 2010, donc, malheureusement, on assiste à la fois du point de vue des États occidentaux à une forme de retrait, d'abandon aussi, qui va laisser le régime reconquérir avec l'aide bien sûr de la Russie et de l'Iran. Il ne l'aurait pas fait sans cette aide extérieure. La communauté internationale a abandonné les Syriens, enfin ceux qui étaient à l'origine pour ce soulèvement populaire et pacifique. Il y a effectivement eu des tournants majeurs, notamment celui d'août 2013 et du bombardement chimique sur la Ghouta, et le renoncement des Américains qui avaient tracé une ligne rouge sur l'utilisation de ces armes, et
l'acceptation de passer un accord à ce moment-là, d'ailleurs, avec Poutine et avec la Russie, ce qui a été une première pour Poutine, un premier marchepied d'une certaine manière. Après, en 2014, lui, il s'est attaqué à la Crimée. Hein. Et en 2015, un deuxième renoncement lorsque la coalition internationale s'est concentrée sur la lutte contre Daesh, finalement, et s'est concentrée sur le terrorisme djihadiste et a laissé en arrière-plan la résistance à la terreur d'État qui était celle du régime. Et en 2017, troisième abandon, on a laissé la Russie, avec l'Iran et la Turquie, mettre en place des accords de désescalade et finalement mettre en place une paix qui sert le régime de Bachar el-Assad. Oui, parce qu'il y a deux formes de terrorisme. Hein, vous l'expliquez, les contributeurs expliquent ce terrorisme d'État. Et il y a le terrorisme après de Daesh qui est là. Et donc, il se sert, Bachar el-Assad, on explique comment il se sert de ce terrorisme encore islamiste. La révolution démocratique, elle a été écrasée par le régime d'une part et par la montée du djihadisme d'autre part. Mais ça, depuis longtemps, le régime déjà de Hafez al-Assad, ce ne sont pas des régimes dictatoriaux qui vivent en installant une paix sociale ou une prospérité dans leur pays. Ce sont des pays qui vivent de l'instabilité intérieure et extérieure qu'eux-mêmes fomentent pour combattre, en fait, par la terreur d'État, une terreur qu'ils instrumentalisent. Et ça a été le cas. C'est un jeu très dangereux parce qu'on rappelle quand même que le 28 juin 2014, l'EI proclame son califat, abolit la frontière irako-syrienne. Il y avait quand même un risque vraiment de voir son territoire grignoté. Heureusement, il y avait les Russes. Oui, tout à fait. Et donc, sous couvert de lutte contre le terrorisme, les bombardements ont pu se faire contre l'ensemble des groupes rebelles qui étaient assimilés à des terroristes. Et c'est bien, d'une certaine manière, parce qu'il y a eu cet ennemi Daesh, qui n'est pas complètement fabriqué, mais qui est instrumentalisé, que le régime de Bachar el-Assad a pu finalement survivre. Alors, on va revenir justement sur le rôle de la Russie. C'est vrai qu'il y a des parallèles qui sont établis au sein du livre, dans le livre, entre la Syrie et la Russie. C'est vrai que la Russie arrive, il y a les débuts de Wagner, un chapitre signé Cécile Vessier. En fait, la Syrie, est-ce que c'est devenu un laboratoire militaire pour les Russes et diplomatique aussi? Oui, la Russie a été salvatrice pour le régime, d'une part sur le plan diplomatique, parce que membre permanent au Conseil de sécurité, elle a pu bloquer un ensemble de résolutions, notamment par exemple une des saisines de la Cour pénale internationale, mais elle a pu aussi sur l'aide humanitaire. Bon, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, elle a pu apporter un secours politique majeur au régime. Et par ailleurs, elle a apporté aussi un secours militaire, alors essentiellement par celui de l'aviation, aussi par celui de la milice Wagner sur le sol. Et elle a effectivement expérimenté là des armes, des méthodes qu'elle avait déjà aussi employées en Tchétchénie. Mais le bombardement massif de populations avec une cruauté particulière, c'est-à-dire on bombarde les hôpitaux, on bombarde une deuxième fois pour tuer les personnes qui sont venues secourir, ceux qui étaient dans les ruines. Donc cette méthode-là, et y compris aussi des méthodes de négationnisme, ont pu être effectivement expérimentées. Ce qui a donné à Poutine probablement l'hubris de ensuite poursuivre une offensive en Ukraine, s'attaquer à Kiev. Alors l'hubris est mauvaise conseillère et aujourd'hui peut-être qu'il le paye. Peut-être qu'il le regrettera effectivement à voir dans les mois et les années qui viennent. Juste, quels étaient les liens? Parce que vous revenez sur ces liens entre la Syrie et la Russie. Ils sont anciens. Oui, donc les liens sont effectivement anciens. Le régime de Poutine a des bases militaires implantées qui sont relativement stratégiques. Il a finalement assez peu d'intérêts économiques. Ce n'est pas pour des intérêts prioritairement économiques qu'il est intervenu, c'est vraiment pour des atouts politiques et militaires. Et puis, d'une certaine manière, c'est aussi la connivence, d'ailleurs, entre deux dictateurs. Tous les deux arrivés, d'ailleurs, en 2000 pour Bachar el-Assad et pour Poutine au pouvoir. Ils sont arrivés en même temps. Ils ont derrière eux maintenant 20 ans de règne. Et c'est là aussi qu'on voit une guerre donc, mondialisée avec des acteurs étrangers et aussi la guerre de propagande. Ça, c'est aussi pas le début, mais quand même à grande échelle. Avec donc il y a les vidéos, il y a beaucoup de vidéos et chacun les utilise. Et là aussi, vous expliquez que la Russie sait faire.
Oui, la Russie a une force de frappe absolument terrifiante. Alors, on a des chiffres à partir d'une trentaine de comptes. On peut avoir 20 000 fake tweets qui vont être ensuite rediffusés plus de 600 000 fois. C'est une forme de frappe absolument extraordinaire. Et sans ces relais, le régime de Bachar el-Assad n'aurait pas pu, comme il a pu le faire, effacer, nier les crimes qu'il commet. Et effectivement, de ce point de vue-là, on est bien dans une guerre aussi de modèles. Le modèle des régimes dictatoriaux, celui de Poutine, celui de Bachar el-Assad, est un modèle plus démocratique. Les deux sont en crise d'une certaine manière, hein, mais les deux s'affrontent. Et c'est pourquoi aussi la question de la justice et de l'impunité, elle est centrale, pas seulement pour les Syriens, mais aussi pour le droit international et les relations internationales. Oui, parce que des crimes contre l'humanité, enfin, on l'évoque aussi aujourd'hui avec les crimes de guerre pour l'Ukraine. Est-ce que vous pensez, qui, pour vous, pourra succéder à Bachar el-Assad ? Alors, on n'a pas de nom. Je n'ai pas de nom. Il n'y a pas d'ailleurs comment dire, la succession politique d'une certaine manière. Elle est aujourd'hui mise à terre. Ce que l'on sait, c'est que ces jeunes activistes, Ouad Khatib, la réalisatrice de Pour Sama, Majda Aldik, il y a tout un ensemble d'activistes qui se sont engagés en 2011, qui, eux, ont porté une révolution à la fois politique, sociale, mais aussi culturelle. Ce sont eux qui portent l'espoir d'une autre Syrie. Eh bien, merci infiniment, Joël Ubrecht, d'avoir été dans 64 minutes. Voilà, Syrie, le pays brûlé, le livre noir des Assad. C'est passionnant, c'est aux éditions du Seuil. Merci encore. Merci.